Bonjour à toutes et à tous. À ce stade de notre étude des différentes interprétations de la décroissance, nous devons de parler maintenant d'une nouvelle tendance qui est apparue récemment dans le paysage de la décroissance et qui est fondée sur la quatrième idée simple que nous avons identifiée dans la chronique introductive, la chronique numéro 27. Cette idée simple, c'est la décroissance, interprétée comme une résultante inéluctable du processus industriel et comme première phase plus ou moins rapide d'un effondrement sociétal également inéluctable, et les tendances décroissantes que nous dénommerons décroissance effondriste ou collapso-décroissance. Une question anecdotique qui se pose à son sujet de cette mouvance, c'est de savoir si ce nouveau courant a contribué à accroître le nombre global des exégètes de la décroissance ou s'il n'a fait que siphonner des unités dans les contingents voisins afin de constituer le sien. Mais la question la plus importante, c'est de savoir si ce courant est capable, ou s'il a réellement la volonté, de proposer une alternative politique pour que précisément cet effondrement qu'il annonce ne survienne pas. Eh bien, malheureusement, il semble que la réponse à cette question très politique s'il en est, la réponse soit non. Car, bien que les effondristes s'assignent parfois le projet général de construire un déclin, on chercherait en vain dans leur discours, ne serait-ce qu'une amorce de programme d'action. Bien plus, ils aiment affirmer haut et fort leur rejet du solutionnisme et concentrent leur réflexion prospective sur les techniques d'adaptation de l'esprit aux nouvelles circonstances qu'ils pronostiquent. Un autre distinguo important, c'est la place qu'ils attribuent au réchauffement climatique, encore lui, dans leur approche de la catastrophe. En effet, au lieu de le considérer comme une externalité possiblement négative, possiblement supplétive à la cause anthropique première du déclin industriel, ils en font l'argument principal, emboîtant ainsi le pas objectivement à l'engouement médiatico-populaire pour décerner ou attribuer à ce phénomène le titre de fléau numéro 1 des temps présents. Plus grave, en mettant le péril du réchauffement climatique en tant que cause première et essentielle du déclin industriel, les effondristes favorisent dans l'esprit commun la dissémination maligne de l'idée selon laquelle le processus économique de la société industrielle pourrait peut-être perdurer et, partant, s'affranchir des lois de la physique thermodynamique si jamais ce pronostic du réchauffement climatique n'était pas confirmé ou même s'il était terrassé par une géo-ingénierie anthropique, A-N-T-H-R-O, anthropique et victorieuse. Au-delà de cette nuance épistémologique et pas forcément lisible par le citoyen ordinaire, nous pourrions même aller jusqu'à soupçonner nos amis effondristes de céder à la facilité tout simplement du marketing populaire en privilégiant la rhétorique plus accessible et plus séduisante de l'eschatologie climatique, la fin du monde, par rapport à la démonstration plus technique et plus ingrate de la loi de l'entropie. E-N-T-R-O, cette fois. Cette nuance, elle produit néanmoins de grands effets, car dans l'ombre portée des multiples marches et manifestations en faveur du climat dont nous avons parlé à la chronique précédente, eh bien la propagande effondriste, basée sur le réchauffement, rejoint de facto cette espérance partagée par tous ces marcheurs naïvement optimistes, espérance d'un avenir possiblement restauré grâce à une pression spectaculaire, mais respectueusement exercée sur le pouvoir politique. Cette illusion, bien que fâcheuse, n'en a pas moins pour conséquence directe
d'évacuer le débat sur la non-durabilité du processus industriel lui-même. Et elle requalifie cette illusion du même coup, les effondristes, en tant qu'inutiles lanceurs d'alerte auprès de maîtres du pouvoir qui continuent à dormir tranquillement sur leurs deux oreilles, assurés qu'ils sont d'être en capacité de récupérer l'affaire en moment et en temps voulu. Cette relégation, en quelque sorte, au statut de simple poil à gratter du système. Cette relégation que nous suggérons ne serait certes pas validée par les intéressés eux-mêmes si elle leur était présentée comme telle, mais elle semble bien néanmoins leur convenir pour la part sensible de notoriété qu'elle leur confère. En poussant encore plus loin nos commentaires, nous ne serions pas loin de penser que les effondristes agissent, à leur corps défendant ou pas, agissent en tant qu'aiguillon favorable au green business, lui aussi entièrement structuré autour du réchauffement climatique et autour de la lutte contre le CO2, et dont la maxime pourrait se résumer en termes triviaux ainsi: halte au CO2, sinon gare à l'effondrement. Nous en voulons pour preuve les relations fraternelles que la plupart d'entre eux, les effondristes, entretiennent avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous-titré Changement climatique et transition écologique et énergétique. Package complet. Relation fraternelle concrétisée par nombre d'interventions de leurs célèbres représentants lors de conférences organisées par ce fleuron gouvernemental du capitalisme vert. Et comme on pouvait le craindre, il s'avère que le refus des effondristes, refus de réfléchir à une alternative institutionnelle au capitalisme d'État, le fameux mépris du solutionnisme ou rejet du solutionnisme, eh bien, ce refus les pousse objectivement dans les bras des maîtres du pouvoir actuel et les conduit à se retrouver, sans même s'en rendre compte, dans le giron des imposteurs de l'écologie politique dont nous avons parlé lors de la chronique précédente. Car la crête sur laquelle ils cheminent, cette crête est très étroite. En effet, le discours désespérant d'un avenir sans issue, passé le premier impact attractif de ce discours, eh bien, il risque de se révéler rapidement peu mobilisateur pour ce qui est de la poursuite de l'action militante. Or, même si les meilleurs protagonistes de la collapsologie ne peuvent guère être soupçonnés d'avoir choisi cette voie pour y faire carrière, il arrive quand même un moment où l'impératif, on va dire, de la satisfaction du client en vient à conditionner sensiblement la pérennité de leur entreprise. Et c'est ainsi qu'après avoir fait la démonstration de l'inéluctabilité de l'effondrement, ils se trouvent alors placés devant l'obligation de choisir une suite à donner à leur raisonnement. Alors cette suite, ils retirera, selon le cas, soit un aspect de nature politique, soit un aspect de nature spirituelle, chaque versant de cette crête étroite étant exclusif l'un de l'autre. Ayant bien conscience que de rester sur la ligne étroite du prosélytisme collapsologique, ça serait synonyme de choisir délibérément une propagande pour la résignation philosophique à une mort programmée, eh bien les effondristes sont aujourd'hui partagés entre deux injonctions quelque peu contraires, celle du spiritualisme adaptatif et celle de la transition volontariste. Ce double bind, cher à Gregory Bateson et également à René Girard, les conduit à hésiter sans cesse entre l'action contre les émissions de CO2 au niveau de la collectivité et le conseil en développement personnel au niveau de l'individu. Alors,
sans aller jusqu'à dire que cette dualité peu évidente à gérer au quotidien, que cette dualité les entraîne vers une sorte de schizophrénie, nous nous contentons de constater que l'association de ces deux pulsions contraires ne facilite pas la cohérence de leur action. Pour ce qui concerne la première pulsion, la pulsion politique, nous avons déjà indiqué que leur parti pris radical de non-solutionnisme, associé à une absence totale d'analyse critique de l'économie politique, il faut bien le reconnaître, eh bien, ça les amène à confondre neutralité militante et adhésion au système. Le simple fait, par exemple, qu'ils adhèrent les yeux fermés aux conclusions du GIEC ou qu'ils se réfèrent volontiers aux préconisations de l'ADEME prouve de façon évidente que pour eux, ne pas faire de politique revient à ne pas contester le système. Pour ce qui concerne maintenant leur deuxième pulsion, la pulsion spiritualiste, il semble que ce soit une voie sur laquelle ils devraient se concentrer exclusivement, une voie qui serait de nature à apporter un soutien complémentaire à tous ceux qui se sont engagés dans la construction d'une alternative institutionnelle adaptable à la gestion du déclin économique inéluctable. En effet, la résilience politique, telle que nous la concevons, c'est-à-dire l'action consistant à faire en sorte de retrouver nos propriétés initiales après l'altération sociétale de la croissance, nous en avons déjà parlé, c'est une affaire qui nécessite une mobilisation importante sur le plan mental et sur le plan spirituel. Cette sorte d'écologie de l'esprit, consubstantielle à l'écologie du milieu naturel. C'est un domaine vierge, un domaine à défricher, et les effondristes paraissent, de ce point de vue, les plus aptes à prendre en charge l'immense chantier visant à couvrir les besoins en accompagnement psychologique des individus confrontés à la nécessité de transformer leur ligne de mire croissanciste en paradigme décroissanciste. Car il faut être bien conscient que la mise en place d'une nouvelle organisation collective passe également par un travail sur le fonctionnement interne de chaque individu, et que de ce point de vue, les sciences sociales peuvent utilement servir l'économie politique. Cette expertise des effondristes dans les domaines des sciences sociales se traduit déjà d'ailleurs sur le terrain par des résultats probants. C'est ainsi que nous pouvons constater que les effondristes ont récupéré une bonne partie de ces décroissants dont nous avons déjà parlé dans les chroniques précédentes, des décroissants dits culturels, ou objecteurs de croissance, ou décroissants individualistes, des croissants qui vilipendent la croissance essentiellement en tant que contenteurs du mode de vie qu'elle génère. Ils les ont véritablement absorbés au point qu'on en vient même à se demander même si ces derniers encore aujourd'hui existent encore aujourd'hui. La preuve en est que les premiers à se poser la question, ce sont les intéressés eux-mêmes, lors de séminaires ou de colloques dont les titres se passent de commentaires. En voici quelques-uns. Titres de séminaires. Pourquoi avons-nous échoué à construire un mouvement de la décroissance? Encore autre titre de séminaire. Quelles réponses les décroissants peuvent-ils apporter face à l'effondrement? En réalité, les décroissants culturels, volontaires, dits objecteurs de croissance, ne font que récolter ce qu'ils ont semé depuis les années 2000 en pensant pouvoir s'ériger en seuls dépositaires du label de la décroissance et pouvoir conserver indéfiniment le monopole de la définition du terme décroissance. Ce positionnement de chapelle fermée et ostracisante leur vaut aujourd'hui d'être délaissés par nombre de leurs militants
au profit d'autres approches, et notamment de celle des effondristes. Le résultat de ce qu'il faut bien appeler une déconfiture, c'est la récupération de leurs miettes par le parti politique de la France insoumise, concrétisée par la mise en chantier d'un programme dit éco-socialiste, dont nous avons déjà parlé, dont nous avons déjà évoqué. Quant à leur département alternatif concrète, ce département il est battu en brèche par des mouvements plus citoyens, tels les colibris par exemple. En réalité, les décroissants volontaires ont déjà perdu leur guerre de la décroissance, car la plupart de leurs militants ont aujourd'hui intégré le caractère inéluctable de cette décroissance et s'intéressent plus aux dispositifs adaptatifs à mettre en œuvre pour optimiser sa gestion de la décroissance. Ils s'intéressent plus à ces moyens qu'aux moyens aléatoires susceptibles de hâter sa survenue. Pire encore, le discours catastrophiste, collapsologique, effondriste, ce discours qu'ils avaient toujours rejeté se révèle aujourd'hui comme celui qui fait recette. Témoin, preuve, en interview que j'avais personnellement réalisé en 2014 pour le compte d'une série intitulée Demain la décroissance. Interview d'un responsable du PPLD, Parti pour la décroissance, ex-Parti pour la décroissance, et à qui je demandais: vous qui vous présentez comme ayant été amené à la décroissance par les travaux de Nicolas Georgescu-Roegen, pourquoi ne parlez-vous pas ou très peu du pic pétrolier dans les conférences du Parti pour la décroissance? Et ce représentant m'avait alors répondu: nous avons cessé de le faire parce que nous nous sommes aperçus que cela faisait fuir les militants. Ainsi, par une triste ironie du sort, c'est aujourd'hui ce type de discours qui plaît aux militants. Et les décroissants autoproclamés du mouvement dit de la décroissance se trouvent dans la désagréable obligation de retourner leur discours à 180 degrés pour éviter la désaffection de leurs anciennes troupes. Cet exemple singulier montre à quel point le clientélisme et la stratégie de recherche purement quantitative d'adhérents par l'administration d'un discours supposé séduisant, par la fourniture d'un discours supposé séduisant, peut conduire tout droit à l'impasse. C'est malheureusement le cas de la plupart des groupuscules obsédés par l'obtention d'une visibilité médiatique à tout prix, au détriment d'une rigueur idéologique, cette dernière étant d'ailleurs souvent affirmée comme étant moins estimable que la première. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine chronique qui traitera de la seule interprétation de la décroissance qui nous paraisse recevable, la décroissance inéluctable. À bientôt.